Inquiétude à Pissos dans les Landes. Depuis 3 jours, une aide-soignante, Pascale Biéguin, a disparu. On n'a retrouvé que sa voiture. Alors fugue, accident, mauvaise rencontre. Aucune piste n'est exclue. Bonjour, il a fallu 40 minutes à Pascale Biéguin pour disparaître un soir de l'automne 1999 sur une petite route déserte des Landes. Depuis cette date, plus personne n'a jamais revu l'aide-soignante. Au long de toutes ces années, les pistes se sont succédées, celles de familiers, de maniaques sexuels ou de tueurs en série comme Patrice Allègre ou Michel Fourniret, sans qu'aucune ne conduise à cette jeune femme qui avait décidé de s'installer dans un village paisible du sud-ouest pour y faire sa vie avec son compagnon. 25 ans après les faits, les proches s'interrogent toujours sur ces investigations, déplorent des manquements, des hypothèses oubliées, comme la troublante disparition 2 jours plus tôt dans cette même région d'une autre jeune femme blonde, ou encore la piste d'un club de moto où un Hells Angels aurait repéré la jeune femme. Pourquoi ces recherches se sont-elles égarées? Pourquoi des témoins n'ont-ils jamais parlé? Question posée aujourd'hui à nos invités, dont l'homme qui fut le compagnon de Pascale Biéguin. Pascale Biéguin, la disparue à la veste bleu, blanc, rouge. J'ai vu cette voiture garée légèrement en travers sur le bas-côté. Elle était vide, les vitres étaient couvertes de rosée. J'ai pensé à une auto en panne. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mystérieuse disparition de Pascale Biéguin dans les Landes à l'automne 99, l'aide-soignante. C'est comme évaporé à une poignée de kilomètres de la belle maison où elle vivait avec son compagnon. Aucune explication, aucun indice. Jeudi 4 novembre 1999, vers 22h, la gendarmerie de Pissos, commune des Landes, à 40 minutes de Biscarros et de la côte Océane, reçoit le coup de fil inquiet d'un habitant. Raphaël Quadros, qui vit dans le quartier des Blasions, signale la disparition de sa compagne, Pascale Biéguin, 35 ans. En rentrant chez lui, à 19h, il a trouvé la maison fermée et éteinte. Il revenait d'un déplacement professionnel à Tulle, en Corrèze. Il travaille pour une société de connectique électrique. Au gendarme, Raphaël Quadros explique que la veille, mercredi, il a tenté de joindre Pascale depuis son hôtel de Tulle où il se trouvait. Il était environ 19h, mais personne ne lui a répondu. Il ne s'est pas formalisé. Il pensait alors que sa compagne était dans le jardin ou bien sortie faire une course. Ce jeudi matin, il a de nouveau appelé à la maison, puis au centre d'aide par le travail, le CAT de Moustet, à 6 km de Pissos. Pascale y travaille comme aide-soignante. Elle ne s'est pas présentée à son poste. Une de ses collègues du centre a essayé à 3 reprises d'appeler la maison pour avoir des nouvelles, mais elle est tombée sur le répondeur. Raphaël Quadros pense spontanément à un accident de la route. La voiture de Pascale n'est plus là. Dans cette région giboyeuse, les collisions avec les animaux sont fréquentes. La disparue est peut-être coincée, quelque part, blessée. Les gendarmes de Pissos prennent très au sérieux la disparition de l'aide-soignante, car ce même jeudi, au matin, un chasseur leur a signalé la présence d'une voiture immobilisée sur le bas-côté d'une route peu fréquentée, le chemin départemental 43. C'était une Renault 25 grise, les vitres étaient couvertes de rosée. J'ai pensé à une voiture en panne ou volée, dira le chasseur. Le véhicule appartient à Pascale Biéguin. Il est retrouvé légèrement en travers, les roues avant dans l'herbe, les serrures sont verrouillées, la première vitesse est enclenchée. Détail qui fait tiquer tout de suite le compagnon. Pascale laisse en effet toujours son auto au point mort après avoir coupé le moteur. Aucune trace suspecte dans l'habitacle. Pas de signe de lutte autour de la voiture. L'herbe n'est pas couchée. Dans les jours qui suivent, des témoins qui ont emprunté cette route tranquille confirment que la R25 était déjà là la veille de sa découverte, soit le mercredi soir autour de 19h. La visite des gendarmes dans la maison de Pissos démontre qu'il n'y a eu ici ni cambriolage ni agression. Détail troublant, Pascale n'a pris que ses papiers et la clé de sa voiture. Elle a laissé chez elle son sac, son portefeuille, sa carte de crédit, son argent et son chéquier. Mercredi 10 novembre,
6 jours après le signalement de la disparition, le juge de Mont-de-Marsan, Claude Auger, est chargé de l'enquête. Une vaste battue est aussitôt lancée dans les forêts de pins qui bordent le chemin départemental 43. 100 gendarmes ratissent le secteur. Des plongeurs sondent la rivière la Leyre qui passe à proximité sans succès. On sait que Pascal Biéguin a quitté son travail vers 19h15. 5 minutes de trajet, elle est alors repassée en coup de vent chez elle. Elle a déposé son sac, elle s'est changée, a laissé à la maison son pull vert saumon et la veste bleu, blanc, rouge qu'elle portait au travail. Elle est ressortie aussitôt et a pris la route en direction de Sort, village où elle n'avait rien à faire. Mais quelle urgence a-t-elle eu à quitter son domicile ? Question que se posent alors les gendarmes des Landes, mais aussi les proches de la disparue, et en premier lieu son compagnon, Raphaël, qui ne comprend bien sûr pas ce qui vient d'arriver. Eh bien, cette question, il faut bien reconnaître qu'on se la pose toujours 25 ans après, malgré bien des pistes qui vont se dessiner, mais ces pistes, on va les aborder dans la suite de l'émission. On rejoint tout de suite notre premier invité, c'est Maître Thierry Sagardoito. Bonjour Maître Sagardoito. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. On vous connaît bien dans cette émission parce que vous y intervenez régulièrement. Vous êtes avocat au barreau de Pau, vous connaissez bien cette affaire et vous êtes d'ailleurs l'auteur du livre Affaires classées, affaires au pluriel, affaires classées en Béarn et Pays Basque, livre qui a été publié aux éditions Sud-Ouest. Maître Sagardoito, vous connaissez bien, je le disais, cette affaire et vous connaissez bien la chose judiciaire en général. Il y a cette disparition. En quoi elle est tout de suite frappante et intrigante? Il y a cette histoire de voiture, on ne comprend pas très bien ce qu'a fait cette jeune femme. D'abord, il y a le profil de Pascal Biéguin. C'est une femme d'environ 35 ans, arrivée là depuis 3 ans, employée dans un CAT, Centre d'aide par le travail. On la décrit discrète, sans histoire, sportive. Elle aime visiblement les balades en forêt, la moto, qu'elle pratique avec son compagnon. Sa vie personnelle semble équilibrée, elle ne se connaît pas d'ennemis. Il n'y a pas de piste qui se dégage. Et puis surtout, la façon dont le véhicule est retrouvé, que vous avez parfaitement relaté, permet difficilement de choisir une piste. Une fugue, ça paraît peu probable, elle n'a pas laissé de lettre d'adieu. Un suicide, on n'a pas retrouvé de corps. Un accident, visiblement non. Un enlèvement, pas de demande de rançon. Bref, il y a aucune thèse qui émerge l'une plus que l'autre. Et c'est toujours très gênant, très frustrant pour les enquêteurs. Bien sûr. Encore un mot, Maître Sagardoito. Il y a ce couple, il est installé depuis 2-3 ans dans la région. C'est un couple qui vient du Nord. Ils viennent faire leur vie ici. Ils travaillent. Est-ce qu'ils n'ont pas de soucis, ce couple? Ils n'ont jamais été menacés. On n'a pas entendu dire dans le coin qu'ils avaient eu des problèmes avec qui que ce soit. Non, ils ont visiblement choisi cette région des Landes. On est dans ce qu'on appelle la Haute-Lande. On est quasiment aux confins avec la Gironde. C'est un coin très giboyeux, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de forêts de pins. Ils ont choisi cette région après, semble-t-il, un passage quelques étés auparavant, et ils ont visiblement été pris d'un coup de cœur pour le secteur. On ne leur connaît aucune difficulté personnelle ou relationnelle. Donc il n'y a aucune thèse qui apparaît plus qu'une autre. Vous savez, une vieille histoire de famille ou un différend larvé entre les époux. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est un petit peu le désert dans cette histoire parce qu'effectivement on ne comprend pas très bien cette envie de partir pour cette jeune femme qui vient du travail, qui se change et qui repart comme ça. Sûrement, elle a peut-être eu un coup de fil, ou en tout cas elle est allée retrouver quelqu'un. Bonjour Raphaël Quadros. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être vous aussi aujourd'hui avec nous au téléphone de l'heure du crime. Merci d'avoir accepté dans cette émission. Je l'ai dit dans le résumé de l'affaire, vous êtes le compagnon de Pascal Biéguin à l'époque et c'est vous qui d'ailleurs signalez sa disparition. À quel moment, Raphaël Quadros, vous commencez à vous inquiéter? Je dirais la veille, parce que la veille, si vous voulez, j'appelais tous les soirs, toujours à peu près à la même heure, parce qu'elle finissait vers 7h30, donc j'appelais toujours vers 8h. Voilà. Et puis là, j'ai appelé, elle n'a pas répondu, j'ai appelé un peu plus tard, elle n'a pas répondu, donc j'ai trouvé ça quand même un peu bizarre. Et donc vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous découvrez dans cette maison? Alors déjà, il n'y a pas la voiture, c'est pas grave. À l'heure où je rentre, elle n'est pas toujours là, ça dépend de son travail, donc je suis pas spécialement surpris. La porte, elle est fermée à clé,
moi je la ferme toujours à double tour, la porte en bois, elle la ferme à simple tour. Et donc quand j'arrive, j'ouvre la porte, et ben elle est fermée à simple tour, hein, et là, puis je rentre dans la maison, tout quoi. Et puis là, bon, je suis un peu surpris parce que la cuisine, il y a encore de la vaisselle dans l'évier et tout, donc c'est pas trop son habitude. Bon, après, je vois qu'il y a son sac à main, les affaires sur le porte-manteau, donc je dis un peu bizarre parce que partir sans son sac à main, moi, ça arrive pas, mais bon, peut-être qu'elle a dû partir au boulot, qu'elle a oublié quelque chose, je sais pas. Hein, voilà. Puis au bout d'un moment, le temps passe, elle n'arrive pas, donc là je dis c'est quand même louche, quoi. Donc du coup j'appelle sa collègue. Bah c'est là qu'elle me dit elle est pas venue travailler de la journée, quoi. Alors là, bon. Là, ça commence, quoi. Et là, vous avez des doutes et vous avez forcément un mauvais pressentiment. Oh bah non, un accident de voiture. Moi, j'ai jamais pensé que, enfin, c'est maintenant qu'on en est là, mais au départ, moi, le premier réflexe, c'est un accident de voiture, quoi. Si tu voulais, dans les Landes, il y a des animaux qui courent partout. Elle s'est déjà pris un chevreuil, hein, donc oui, tout est possible, quoi. Donc, pas venu de la journée, pas de nouvelles, rien. Si vous voulez, jamais m'est venu à l'esprit quoi que ce soit de crapuler, de disparaître. Non, moi, c'est vraiment un accident au départ. Hein. Du coup, j'appelle la gendarmerie, hein, donc pour leur demander s'il y a eu des accidents dans la région et tout, et après ils me disent non, il n'y a rien, machin. Bon, c'est quand même bizarre. Hein, oui, voilà. c'est bizarre, c'est le terme, effectivement. Justement, Raphaël Quadros, qu'est-ce qui vous intrigue le plus, en quelques mots, qu'est-ce qui vous intrigue le plus au départ? Tout m'intrigue, si vous voulez. C'est pas ce qui m'intrigue le plus, c'est que honnêtement, ne pas avoir d'éléments. Si vous voulez, ce qui est impressionnant, c'est que chez moi, il y a rien qui avait bougé, quoi. Il y a pas de, si je voulais, je rentre à part la vaisselle dans l'évier, mais il y a rien qui a bougé. Hein. Il y a rien de déplacé. On peut pas dire, par exemple, qu'il y a un signe de lutte, de choses comme ça. C'est pas, il y a rien. Il y a son sac à main accroché, des choses comme ça. Voilà, c'est incroyable, c'est comme si elle s'était volatilisée. Oui, comme si elle était partie, elle s'est volatilisée. Thierry Sagardoito, juste un petit mot là-dessus. Le lieu de la découverte, il est très peu fréquenté, là, ce chemin départemental. Si, tout à fait. Si elle avait été percutée, on aurait nécessairement trouvé des traces. Si le corps avait éventuellement été traîné sur quelques mètres, on l'aurait trouvé aussi. Aucun élément n'accrédite la thèse d'un accident. Comme le disait à l'instant parfaitement l'invité, les collisions avec les animaux sauvages sont assez fréquentes dans ce territoire. Mais pour autant, on ne retrouve aucun élément. Et je comprends le désespoir de cet homme parce que il n'y a pas un élément qui s'impose plus qu'un autre. Et ne pas savoir pour les proches de disparus, c'est une épreuve terrible, c'est une cruauté, une souffrance quotidienne. Tout à fait. L'aide-soignante s'est évaporée entre 19h50 et 20h30, comme attirée, peut-être, dans un piège. Pascal Biéguin, la disparue à la veste bleue, blanc, rouge. Je me disais que si j'avais été là ce jour-là, rien ne serait arrivé. Je pensais, tôt ou tard, on va la trouver. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la disparition en novembre 99 dans le village de Pissos, dans les Landes, de Pascal Biéguin, une aide-soignante de 35 ans. Elle a quitté son domicile après sa journée de travail. Qui a-t-elle croisé? Un familier ou un étranger? Lundi 22 novembre 1999, 18 jours après la disparition de Pascal Biéguin, les gendarmes de la section de recherche de Pau et leurs collègues du groupement des Landes excluent la thèse d'un départ volontaire ou d'un suicide. L'aide-soignante pouvait certes avoir des moments de spleen, mais elle n'était en aucun cas dépressive ou abattue. Elle adorait les longues marches en forêt, sillonner les petites routes de la région à moto en compagnie de son compagnon Raphaël, également motard. Les enquêteurs multiplient les auditions. Parmi les premières gardes à vue, celle d'un ami du couple qui aurait eu des vues sur l'aide-soignante. 3 mois après la disparition, un homme s'accuse de l'enlèvement et du meurtre de Pascal Biéguin. Il désigne la hache dont il s'est servi. Le témoin sort d'un séjour en asile psychiatrique. Ses propos sont considérés comme incohérents. 19 mars 2002, 2 ans et demi après la disparition, une femme dénonce son compagnon, un habitant du coin, comme un possible ravisseur de Pascal. Eric L. présente un profil
intéressant. Il est cité dans un ancien dossier de viol, celui d'une autostoppeuse à Moustet, là où travaillait justement l'aide-soignante. La compagne raconte qu'Éric a un comportement sexuel perturbé. Il collectionne les dessous féminins qu'il dissimule dans une grange. Mais les surveillances, les perquisitions, une garde à vue ne donnent rien. Suivent les interrogatoires de divers délinquants sexuels, de personnes souffrant de déficiences mentales, de pensionnaires de l'établissement qui employait l'aide-soignante. Jeudi 5 juin 2008, une commission rogatoire est adressée au SRPJ de Reims afin que des vérifications soient effectuées sur la présence éventuelle du couple Michel Fourniret, Monique Olivier, dans les Landes. À l'automne 99, ces expertises se révèlent négatives, tout comme celles entreprises sur d'autres criminels notoires, de Patrice Allègre jusqu'au routier allemand Volker Eckert. Le cas de ce dernier est passé au crible, ce tueur itinérant, soupçonné de nombreux meurtres, de jeunes femmes, sillonnait fréquemment la France, il passait par le sud-ouest pour se rendre en Espagne. Il sera accusé d'avoir en 2001 tué une jeune Nigériane qui se prostituait à Bordeaux. Lundi 12 octobre 2009, 10 ans après les premiers pas de l'enquête, la juge d'instruction de Mont-de-Marsan, Julie Moustrou, délivre en non-lieu dans l'affaire Pascal Biéguin. La juge estime que toutes les vérifications ont été accomplies sans donner de résultats probants. Toutes ces années, Raphaël Quadros, le compagnon de la disparue, n'a cessé de remuer ciel et terre pour retrouver une trace de Pascal. Je faisais des cauchemars, je me réveillais en sursaut, je me disais que si j'avais été là, ce jour-là, rien ne serait arrivé. Je pensais, tôt ou tard, on va la trouver, va-t-il confier au journal Marie-Claire. Octobre 2010, le dossier est rouvert par le parquet de Mont-de-Marsan. Il s'agit de vérifier une nouvelle dénonciation, celle d'une épouse qui a quitté les Landes et qui accuse son mari, détaillé à l'appui, d'être le meurtrier de l'aide-soignante. 9 mois de vérification avant que le procureur Jean-Philippe Récapé annonce que cette piste n'a pas abouti. Et on est là en 2011, l'enquête a failli s'arrêter avec le non-lieu, mais elle est repartie, même si les résultats ne sont pas probants. On va voir dans la suite de l'émission que, eh bien, malgré ce large balayage de témoins, de suspects, eh bien, on n'a peut-être pas assez creusé des pistes et que il y a une autre disparition, celle d'une autre femme, qui va beaucoup intriguer les enquêteurs. On va en parler dans la suite de l'heure du crime. On revient à ces investigations. On retrouve l'un de nos invités, c'est maître Thierry Sagardoito. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime, avocat à Pau et auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque, publié aux éditions Sud-Ouest. J'ai envie de dire, maître Thierry Sagardoito, abondance de pistes nuit aux pistes finalement, parce qu'il y en a peut-être beaucoup trop de directions dans lesquelles va cette enquête. On aurait pu notamment, éventuellement, s'intéresser encore davantage à la question de savoir ce qu'elle faisait dans le secteur. On sait qu'elle va prendre la route sur un chemin départemental de campagne en direction de Sort, sauf que les vérifications faites par les gendarmes démontrent qu'elle n'a rien à faire à cet endroit-là, et surtout pas à cette heure-là de la journée. Terminant sa journée de travail, elle aurait dû plus sûrement se consacrer à ses activités propres, à son foyer et à préparer le repas du soir. Certainement pas à partir dans les conditions que vous avez évoquées, laissant son sac, son portefeuille, sa carte de crédit. Il y a pas de mobile à ce déplacement. Il n'y a pas de finalité. Donc effectivement, on est à se demander même pourquoi elle est sortie. A-t-elle été contactée téléphoniquement? Visiblement non. Est-ce qu'éventuellement elle avait rendez-vous avec un tiers? Rien ne l'accrédite. C'est une pluie de points d'interrogation. Voilà, vous êtes au cœur le plus exact, l'épicentre même de l'affaire avec cette question. Qu'est-ce qu'elle est sortie faire, cette femme? Alors, manifestement, elle avait un signal, elle est allée voir quelqu'un, elle n'est pas partie, on sait qu'elle n'est pas partie se promener, qu'elle n'allait jamais beaucoup trop dans ce coin près de ce chemin départemental. Les recherches téléphoniques, alors à l'époque elle n'a pas de portable, cette jeune femme. Les recherches téléphoniques, elle ne donne rien, personne ne l'a appelée à son bureau, personne ne l'a appelée à la maison, Thierry Sagardoito?
Aucun élément sur la téléphonie fixe ou portable ne dessine une piste. Soit un contact pris la veille ou l'avant-veille, elle n'a rien dit à son compagnon et elle n'a rien confié à son proche entourage professionnel sur la probabilité d'un rendez-vous. Je dirais même qu'un rendez-vous en cet endroit de la campagne, en plein milieu des bois, n'a aucune espèce de signification rationnelle. Tout laisse à penser que le véhicule s'est arrêté là, un peu, j'allais dire, par hasard, de façon improvisée. Mais il n'y a pas non plus d'éléments qui traduisent de traces de lutte accréditant l'éventualité d'un enlèvement, tout au moins à ce stade. Peut-être a-t-elle été enlevée après, a-t-elle été approchée pour un motif futile, l'éventualité d'un riverain ou d'un routier qui chercherait sa route, je ne sais pas. En tout cas, aucun élément dans les périmètres environ, ne permet d'accréditer l'hypothèse d'un enlèvement forcé. Mais c'est très intéressant ce que vous racontez, Maître Sagardoito, parce qu'effectivement, on ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est présenté à cette maison où vivait ce couple et où vivait l'aide-soignante. Raphaël Quadros, on vous retrouve, vous allez nous éclairer sur ce point. À l'époque, vous êtes le compagnon de Pascal Biéguin, et depuis, vous menez vous-même l'enquête, vous essayez de savoir ce qui s'est passé. Il faut connaître votre maison, à l'époque, vous la louez, cette maison, il faut connaître, parce que on passe pas comme ça devant en voiture facilement. Ah non, on passe pas devant. En plus, si vous voulez, la maison est en retrait par rapport à l'entrée de la résidence, parce que si vous voulez, je vous dis, il y a 6 hectares quand même. Et donc on passe pour passer devant, c'est une toute petite route, c'est une impasse de toute façon, une impasse. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison d'aller là. Si on ne connaît pas, on va pas là, quoi. Ça, c'est clair. Alors, il y a une voiture qui est passée ce soir-là. C'est une Renault 4L. Je crois que c'est même vous, d'ailleurs, qui l'avez aperçue, cette voiture qui vient faire un demi-tour devant votre maison. C'est intriguant parce que Eric L, je le citais, ce fameux suspect qui a été déjà impliqué dans une affaire de viol, il avait à l'époque une Renault 4L fourgonnette du même type. C'est étonnant. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez senti? Moi, au départ, j'avais simplement signalé qu'il y avait une voiture qui avait fait demi-tour. Bon, après, comme personne vient là, justement, que c'était juste après la disparition, qu'on dit toujours qu'un coupable revient sur les lieux du crime, je dis, tiens, il y a une voiture qui passe, je l'ai signalé. Mais, à vrai dire, que je sache, je sais même pas si c'est lui ou pas lui. Les 4L fourgonnettes, à 99, il y en a plus qu'une quand même. Donc tout est possible. Oui, tout est possible. Et effectivement, mais c'est une piste qui est intrigante. Maître Sagardoito, juste un petit mot là-dessus. Il y a la piste des tueurs en série. Évidemment, elle est toujours inévitable dans ce genre de dossier. Là, on va faire le tour des principaux, j'ai envie de dire, de Fourniret à Allègre. Et oui, certains sont hélas victimes de leur réputation et on ne prête qu'aux riches. C'est une précaution méthodologique incontournable. On s'intéresse à Patrice Allègre, mais je crois savoir que Patrice Allègre est déjà sous les verrous en 99. Donc la piste Patrice Allègre, à mon sens, s'effondre très vite. Je crois qu'on parle d'un autre meurtrier en série dont le prénom est Serge. Il se serait attaqué à plusieurs personnes féminines, mais là aussi, aucun élément ne permet de le raccrocher. Et il y a surtout le fameux Volker Eckert, le camionneur, bien sûr. Est un peu dans le viseur, qui est dans le viseur de l'Office central de répression des violences, un citoyen allemand, soupçonné d'avoir pas mal bougé en Europe, et notamment dans le sud-est de la France, et qui est soupçonné de meurtre de jeunes femmes, dont un dans la région bordelaise. Mais en tout cas, sa piste ne sera pas utilement accréditée. Donc malheureusement... Ça fait chou blanc. Ça donne rien. Raphaël Quadros, lorsque le non-lieu est prononcé, je suppose que pour vous c'est un coup dur. Oui, bon, il nous avait prévenu un petit peu à l'avance, mais quand même, c'est vrai que c'est un peu comme si on l'enterre, quoi. Franchement, on avait fait des choses pour essayer de relancer un peu l'affaire, quoi. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a écrit des choses après pour essayer de relancer certaines investigations. Mais bon, après ils ont rouvert et puis après ils ont refermé. Ce qu'ils nous ont expliqué quand même, c'est que s'il y avait des nouveaux éléments, ils rouvraient l'enquête. 2 jours avant la disparition de l'aide-soignante, une autre femme s'est évaporée dans les mêmes conditions. Pascal Biéguin a disparu à la veste bleu, blanc, rouge. Aucune investigation n'a été menée pour rapprocher ces 2 disparitions de femmes. C'est assez étonnant. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime. Et si un même homme s'en était pris à Pascal et à Sylvie? C'est à suivre dans un court instant sur RTL. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. Curieuse coïncidence dans l'enquête Pascal Biéguin. 2 jours avant cette disparition, une autre femme avait disparu exactement de la même manière. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur une affaire non résolue. La disparition le 3 novembre 99 dans les Landes de l'aide-soignante Pascal Biéguin. Et si cette affaire était directement liée à une disparition en tout point identique juste avant et dans la même région. Lundi 1er novembre 1999, 2 jours seulement avant la disparition de Pascal Biéguin, Sylvie Debrieux, 45 ans, déjeune avec son mari, avec qui elle travaille dans la même entreprise, à Pessac, près de Bordeaux. Elle a l'intention, en ce jour de Toussaint, d'aller se recueillir dans l'après-midi sur la tombe de son père. Sylvie, qui porte un imperméable gris, quitte le pavillon familial à bord de sa Peugeot 406 gris foncé. Plus personne ne va jamais la revoir. La voiture est retrouvée quelques jours plus tard dans une rue proche de la gare Saint-Jean, à Bordeaux. Comme dans l'affaire Pascal Biéguin, le véhicule est fermé à clé et aucune trace suspecte n'est découverte à l'intérieur. On retrouve des affaires de la disparue comme sa trousse de maquillage. La Peugeot stationne ici depuis le début du mois, selon les riverains. Une information judiciaire est ouverte le 13 novembre 99 par le parquet de Bordeaux, quasiment en même temps que l'enquête ouverte à Mont-de-Marsan pour l'affaire Pascal Biéguin. Curieusement, aucun rapprochement n'est opéré entre les disparitions de ces 2 femmes blondes et sportives. Les gendarmes estiment que les dossiers ne sont pas liés. 2003, la famille de Pascal Biéguin ainsi que son compagnon Raphaël Quadros demande à la juge de conduire des vérifications sur l'autre disparue, Sylvie Debrieux. La juge répond qu'elle ne dispose d'aucun élément sur cette affaire. Elle a demandé le dossier de Brieux, mais on lui a répondu qu'il n'y avait aucune enquête en cours sur cette affaire. Réponse étonnante, surprise partagée par les 2 familles des disparus. Aurait-on égaré le dossier de Brieux ? Les proches de Pascal écrivent ces mots à la juge. Tout laisse à penser qu'aucune investigation n'a été menée afin d'étudier les points communs entre ces 2 disparitions. Cela est quand même assez étonnant. Assez étonnant, c'est presque un euphémisme, en tout cas c'est la parole qui revient dans la bouche de ces 2 familles. Maître Thierry Sagardoito, avocat à Pau, vous êtes en ligne dans l'heure du crime parce que vous connaissez bien cette affaire et vous êtes auteur du livre Affaire classée en Béarn et Pays Basque, publié aux éditions Sud-Ouest. C'est incroyable que cette première affaire, l'affaire Debrieux, finalement, elle n'a pas été vraiment traitée. On n'a pas rapproché ces 2 dossiers qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et pourtant, nous sommes dans 2 tribunaux qui se voisinent, puisque Mont-de-Marsan et Bordeaux sont géographiquement 2 tribunaux voisins. Il y a visiblement une carence dans la culture du rapprochement, de la comparaison et de l'échange d'informations. À présent, on ne peut rapprocher que ce qui se ressemble vraiment. Est-ce que Sylvie Debrieux a le même profil que Pascal Biéguin ? D'évidence, non. On va faire quelques comparaisons morphologiques, mais enfin, ça reste très, très sommaire. Seule, en définitive, subsiste la comparaison relative au véhicule abandonné et à son état fermé. Mais c'est tout. Ces 2 personnes ne se connaissent pas. Alors, ont-elles été victimes d'une rencontre fortuite de la part d'un même individu ? Pourquoi pas ? Mais encore faut-il trouver un dénominateur commun, de la téléphonie, de l'ADN. Là, il n'y a aucun élément qui permette de faire le lien. À présent, cette disparition de dossier et une absence de procédure en cours au tribunal de Bordeaux a de quoi interroger. Mais vous savez, vous le savez mieux que moi, à chaque fois qu'on se penche dans les dossiers de tueurs en série, on trouve ce type d'hypothèse à foison. Des dossiers morcelés, des dossiers parfois assez négligés, et puis finalement une absence de rapprochement. Dans le cas de Pascal Biéguin, je crois que véritablement les gendarmes ont fait tout ce qu'ils ont pu. On a mis des plongeurs dans les lacs et dans les étangs à côté, on a fait passer un mirage par-dessus la zone. Il n'y a pas d'éléments matériels, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, mais effectivement, ces dossiers qui auraient pu ou qui auraient dû être rapprochés, ça continue à poser quand même beaucoup d'interrogations. Et ces interrogations, vous les partagez évidemment à l'époque. Raphaël Quadros, vous êtes le compagnon de Pascal Biéguin, vous viviez avec elle lors de sa disparition. Alors, vous aussi, je vous pose la même question que je viens de poser à Thierry Sagardoito. Il y a la disparition d'une autre femme, 2 jours avant Pascal. Ça, sûrement, ça vous intrigue.
des similitudes, il y a que ça dans les cas. Physiquement, c'est des femmes qui avaient à peu près le même physique, même si Madame de Brieux à l'époque était plus âgée. Les circonstances de la disparition, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc en fin de compte, sur le fond, les disparitions sont dans les mêmes circonstances. Hein. On retrouve la voiture, pareil, mal garée, fermée à clé, aucune affaire de disparu et plus de nouvelles de la personne, quoi. Et donc avec des personnes avec un physique qui se ressemblait quand même. Hein, voilà. Et c'est des choses qui arrivent jamais nulle part, ces choses-là, quoi, quand même. 2 événements à 3 jours d'écart. Elle, je crois que c'était le 1er novembre, et Pascal le 3. Donc, vous voulez, quand même pas des choses qui arrivent tous les jours. Hein. C'est vrai. Donc, en termes de similitudes, quand même, on peut s'interroger, quoi. Oui, c'est vrai, on peut s'interroger, et c'est tout à fait légitime de s'interroger parce que les cas sont quand même assez saisissants. Raphaël Quadros, encore une question. Justement, toujours sur cette affaire, moi qui m'intrigue beaucoup, cette double disparition, les gendarmes, est-ce qu'ils font le lien ou pas entre ces 2 affaires ? Non, ce que je trouve dommage chez les enquêteurs, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils semblent pas des éléments qu'ils nous ont transmis, qu'ils aient fait le moindre effort pour essayer de rapprocher les 2 affaires. Et c'est ça qui est quand même abusé, je trouve. Et donc je pense que le fait de s'interroger pour voir s'il y avait des points communs, on le voit nulle part dans le dossier, nulle part. La seule chose qu'on voit, c'est les trucs sont pas liés. On se demande ce qu'ils ont regardé, quoi. Les proches de l'aide-soignante vont proposer une autre piste, celle du milieu des motards. Pascal Biéguin l'a disparu à la veste bleue, blanc, rouge. Cet homme la connaissait. Après la disparition, il a intégré un club des Hells Angels. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la disparition de Pascal Biéguin à Pissos dans les Landes en novembre 99. Aucune trace depuis de cette aide-soignante, 35 ans. Elle était passionnée de moto, une piste suivie, mais peut-être pas assez creusée par les enquêteurs. 17 mars 2010, 11 ans après la disparition, les proches de Pascal Biéguin écrivent à la juge d'instruction pour lui demander d'explorer à nouveau la piste du milieu moto. Pascal, qui possédait une grosse Triomphe, était avec son compagnon Raphaël, passionné de 2 roues. Elle multipliait les sorties, participait à certains rassemblements dans la région. Les enquêteurs avaient fait des vérifications et des bikers avaient même été placés sur écoute sans résultat. Cette fois, les proches de l'aide-soignante attirent l'attention de la juge sur un ancien patron de bar de Biscarros, établissement fréquenté par les motards et dans lequel Pascal pouvait se rendre occasionnellement. 3 mois avant la disparition, août 99, ce suspect désigné était présent au grand rassemblement moto du Vieux Boucau, tout comme Pascal et Raphaël. Ce week-end-là, l'aide-soignante, blonde, d'apparence fluette, s'est fait remarquer par toute l'assemblée en brillant lors d'un concours de bras de fer entre filles. Aurait-elle attiré l'attention de cet homme? Les proches de Pascal Biéguin insistent sur cette piste qui, selon eux, abonde d'éléments troublants. Le suspect désigné connaît parfaitement le quartier des Blasions, le lieu de résidence de l'aide-soignante. Il a failli travailler ici comme mécanicien moto. L'homme est réputé violent. Juste après la disparition, il a intégré un club des Hells Angels dont certains membres avaient eu maille à partir avec la justice. Et voilà donc ce personnage qui surgit dans le décor. Son nom est donné à la juge et aux enquêteurs par les proches de la disparue. Maître Thierry Sagard-Lorito, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, avocat à Pau et auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque qui est publié aux éditions Sud-Ouest. Vous connaissez bien ce dossier. La piste du milieu moto, elle est revenue sans arrêt dans le dossier parce que on s'y intéresse très vite parce que le couple est fanatique de sortie à moto. Et puis ensuite, il y a cette révélation qui est faite par les proches de la victime, de la disparue, avec cet homme. Est-ce que cette piste a été vraiment explorée ? On sait que le couple Biéguin vient s'installer dans les Landes précisément par amour de la moto et pour la pratiquer de façon assez intensive. Je sais que les enquêteurs ont creusé dans le milieu motocycliste landais. Les auditions, les surveillances, les rapprochements téléphoniques n'ont permis de dessiner aucun élément sérieux. Il faut plus qu'une preuve pour naturellement établir une piste. On sait ensuite que les Hells Angels
Angels ont également été passés à la loupe. Bon, leur réputation sulfureuse fait qu'évidemment ça crée un intérêt particulier, mais ce ne sont que des pistes. Toute la difficulté du dossier Biéguin est qu'en réalité, on ne sait pas ce que venait faire cette femme sur cette route de campagne. Elle n'avait rien à y faire. Son véhicule a-t-il été déplacé pour brouiller les pistes, ou bien est-elle tombée dans un traquenard? C'est toute la question. Comment voulez-vous dessiner une piste sans même savoir quel est le point de départ de cette affaire? C'est là toute la difficulté. Est-ce qu'elle a disparu là, ou est-ce qu'elle a disparu à un autre endroit? On ne le sait pas plus. Donc la thèse des bikers, des Hells Angels et tout ce que vous voudrez, ne reste qu'une hypothèse à partir du moment où il n'y a pas d'éléments troublants, y compris sur un individu que vous n'arrivez pas à accrocher parce que il vous manque des connexions téléphoniques, des indices, des ADN, des preuves concrètes. Et j'écoute avec attention ce que vous dites, maître Thierry Sagardorito, parce qu'effectivement, depuis le début de cette affaire, on a beau ajouter les unes après les autres toutes ces pistes, on en revient inlassablement au domicile de la victime. Ça, on sait qu'elle y est passée, elle a déposé ses affaires. Est-ce que elle est ressortie parce qu'elle a été appelée par quelqu'un qui était devant chez elle et qui lui a peut-être demandé de l'accompagner en voiture, quitte à ce qu'il l'emmène quelque part et que lui-même est une voiture et qui ensuite enlève la jeune femme? C'est possible, hein, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Raphaël Quadros, vous êtes à l'époque le compagnon de Pascal Biéguin. C'était lors de sa disparition, bien sûr, et depuis vous enquêtez vous-même, vous essayez de savoir ce qui s'est passé. On en revient toujours au même endroit, Raphaël Quadros, c'est-à-dire que toute la question, c'est de savoir pourquoi Pascal, votre compagne, a quitté votre maison, le château, comme vous l'appelez, c'est bien ça? S'il est arrivé quelque chose au château, c'est obligatoirement quelqu'un qui connaît le château ou qui nous connaît nous, quoi. C'est pas possible que ce soit un inconnu. C'est là où je dis, ça, j'en suis à peu près persuadé. Je ne vois pas un inconnu faire ce genre de choses, parce que de toute façon, si c'est un inconnu, pourquoi il ferme tout à clé, pourquoi elle se débat pas, pourquoi il n'y a pas des traces dans la maison? Je n'y crois pas. Moi, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Si on est dans la possibilité d'un enlèvement, obligatoirement, c'est quelqu'un qui nous connaît. Hein. C'est pas possible autrement. C'est pas quelqu'un dans une rue passante avec une maison pignon sur rue. Non, c'est pas possible. On vient pas là comme ça. Il y a eu beaucoup d'auditions dans ce dossier. Quand on a eu accès au dossier, même quand on a vu les conclusions, on s'imaginait même pas tous les gens qu'ils avaient pu interroger. On avait connaissance des gens de notre entourage qui avaient été interrogés, puisque quasiment tout le monde l'a été. Donc, et puis là, on avait des retours, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est même, c'est incroyable qu'on n'ait rien trouvé, quoi. Voilà. Autant, je suis un peu en colère qu'ils aient rien trouvé, que les enquêteurs n'aient pas réussi à aboutir à quelque chose. Autant, je peux pas dire qu'ils aient rien fait. Et même encore, il y a très peu de temps, j'ai encore été contacté. Donc, il y a quand même des gens qui travaillent sur le sujet, plus ou moins activement, quoi. Mais donc, je peux pas dire qu'ils fassent rien. Investigations qui vont s'enliser sans que le dossier soit toutefois refermé. Pascal Biéguin a disparu à la veste bleue, blanc, rouge. Je n'arrive pas à concevoir que personne n'ait rien vu. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition jamais expliquée de Pascal Biéguin, 35 ans, le 3 novembre 1999 dans les Landes. Depuis 25 ans, les hypothèses se sont multipliées, mais aucune n'a été concluante. Les proches n'ont jamais cessé de rechercher la vérité. Malgré le temps écoulé, Raphaël Quadros, le compagnon de Pascal Biéguin, espère toujours qu'on saura un jour qui s'en est pris à Pascal à l'automne 99. Je n'arrive pas à concevoir que personne n'ait rien vu et que personne ne sache rien, avait-il indiqué au journal Sud-Ouest. L'enquête Pascal Biéguin est toujours en cours. Les expertises ADN, effectuées notamment dans le véhicule de la disparue, n'avaient à l'époque rien donné. Les 6 premiers mois, j'ai l'impression qu'il y avait toute la brigade de recherche de Pau qui était débarquée à Pissos. Il fallait voir ce que c'était. Enfin, ça s'est agité de tous les côtés, quoi. Et puis après, ça s'est calmé au fur et à mesure. Là, ils ont commencé à me dire, vous savez, on n'aura peut-être pas de solution, voilà. Et puis plus de 20 ans après, c'est compliqué, quoi.
Raphaël Quadros, le compagnon de Pascal Biéguin lors de sa disparition. Raphaël Quadros qui est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, et on vous remercie, monsieur, d'avoir accepté cette invitation. Vous nous éclairez sur cette disparition ô combien mystérieuse. Alors, Raphaël Quadros, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette affaire, si je puis dire d'ailleurs, c'est que le dossier, il est toujours ouvert. On s'est d'ailleurs renseigné aujourd'hui, l'équipe de l'heure du crime s'est renseignée là-dessus. Justine Vignot a passé des coups de fil et effectivement, les gendarmes disent qu'ils travaillent toujours sur ce dossier. Dossier toujours ouvert, c'est plutôt une bonne nouvelle, Raphaël Quadros. Il faut voir comment ils travaillent, les gendarmes. Je veux dire, il y a quelqu'un qui s'occupe du dossier entre la poire et le fromage quand il a rien d'autre à faire. Donc c'est ça aussi le problème. Après, c'est leur mode de fonctionnement. Hein. Et moi, je le vois quand même. Ils ont un dossier, oui, ils ont une investigation à faire, oui, mais vous comprenez, là, on a une priorité, il y a eu un meurtre là, ils s'occupent d'autres affaires, des affaires toutes chaudes, la priorité c'est aux affaires chaudes, pas aux affaires froides. Et donc, l'investigation, elle est lancée, elle n'est pas close, mais si elle n'est pas close, c'est parce que les gens, ils n'ont pas le temps de mener des investigations, c'est tout. Oui, c'est aussi un travail de veille, et ça, il faut saluer quand même le travail des gendarmes qui continuent inlassablement, l'information judiciaire, elle est toujours ouverte, et encore une fois, c'est pas toujours le cas dans tous les dossiers. Maître Thierry Sagardoito, avocat au barreau de Pau et auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque, qui est publié aux éditions Sud-Ouest, il faut le souligner, il y a parfois des affaires qui sont fermées bien plus prématurément. Celle-là, il y a cet avantage, c'est qu'il y a une mémoire de l'affaire qui continue à exister. Je comprends et je partage l'accablement de Raphaël parce que, comme il le dit, certes, le compteur continue à tourner, on surveille, mais je crois que l'intensité du signal radio est assez faible. Ce dossier, il synthétise, quand on y réfléchit bien, tous les ingrédients de l'enquête inachevable. Pourquoi ? D'abord, les questions cruciales font défaut. Comment a-t-elle disparu ? Pourquoi ? Avec qui ? On n'a pas de corps. On a ensuite des dénonciations psychiatriques d'un individu qui s'accuse d'avoir tué mais qui ne l'a pas fait. On a ensuite les vieilles et sournoises rancunes entre tiers et proches qui sont examinées à la loupe, mais bon, qui ne donnent rien. On a la piste des tueurs en série, on écluse tout ce qu'on peut, mais on ne trouve rien. Et puis finalement, on en revient à la question primordiale du début. Et puis voilà. Et puis on a fait des cercles concentriques et au final, on est toujours au même point. Ce dossier, personne ne peut dire qu'il a été négligé. C'est vrai, vous avez raison. 3 juges d'instruction se sont penchés dessus. Il faut bien le souligner. Parce que il était ouvert déjà depuis une douzaine d'années. Ensuite, chacun l'a repris. Et pour connaître les 3 magistrats instructeurs qui se sont succédés, honnêtement, c'était des magistrats consciencieux. Je sais que chacun d'entre eux a repris le dossier à zéro pour voir si éventuellement quelque chose avait échappé à son collègue. Ils se sont rendus sur les lieux. Mais on ne sait toujours pas où elle a disparu, ni quand, ni comment. Bien sûr. Ils ont fait le travail, ces juges et ces gendarmes qui continuent à travailler. Encore une fois, il faut saluer, parce que c'est pas toujours le cas. Là, on continue à chercher. Il y a une veille allumée, même si une veille faible, c'est très important. Raphaël Quadros, comment se sont déroulées toutes ces années ? Je suppose que vous y pensez encore tous les jours à cette histoire. Oui, voilà. Vous savez, on risque pas de l'oublier. Hein, donc, et puis bon, non, c'est toujours un peu dans ma tête, oui, c'est clair. Mais bon, si vous voulez, au départ, j'avais quand même l'espoir que d'une manière ou d'une autre, elle soit vivante, quoi. Bien là, sûr, maintenant, bien sûr. C'est plus le cas, quoi. Donc, le seul espoir que j'ai, c'est qu'on trouve ce qui s'est passé, quoi. Vous avez espoir justement que l'affaire aboutisse, ou bien vous êtes résigné aujourd'hui ? Oh non, je l'ai mauvaise qu'on sache pas. Hein. Non. En plus, franchement, pour plein de raisons, quoi. Déjà, la moindre des choses, de savoir ce qui lui est arrivé et s'il y a un coupable, c'est qui. Non. Voilà, parce que ou d'une manière ou d'une autre, c'est un accident pour telle ou telle raison, je ne sais pas. Bon, il faut quand même qu'on le sache. Pourquoi on n'a pas retrouvé son corps ? Ou c'est un acte crapuleux. Et si c'est un acte crapuleux, pour moi, c'est quelqu'un qu'on connaît. Hein. Je vois pas comment c'est possible autrement. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Faut quand même qu'on sache un peu ce qui s'est passé, quoi. C'est inacceptable de pas savoir ce qui s'est passé. D'autant plus que là, c'est vrai, la mère à Pascal est décédée il y a pas très longtemps. Elle a toujours attendu de savoir ce qui s'était passé. On n'a jamais pu lui apporter de réponse. Franchement, voilà. J'espère qu'on saura un jour. Et on ne peut que vous soutenir et espérer avec vous qu'effectivement on connaisse la vérité dans cette affaire. Merci beaucoup, Raphaël Quadros et maître Thierry Sagardoito, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en
chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, réalisation Nicolas Godet.